être célibataire sans enfant. Dès qu'il termine, il signe un contrat de 7 ans. Et pendant ces contrats-là, il ne peut pas se marier. Il va se marier à l'issue dès qu'il renouvelle les contrats. La rentrée parlementaire de la session de septembre est confirmée pour le 15 de ce mois. À 3 jours de cette rentrée essentiellement budgétaire, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a réuni hier tous les différents membres des caucus du Grand Équateur, Grand Katanga et Grand Bandundu. Bien avant, les membres du bureau se sont réunis pour préparer une rentrée sereine. On écoute le rapporteur de la Chambre basse du Parlement qui donne tous les détails de ces différentes réunions. Le 15 septembre 2025 est constitutionnellement la date de la rentrée parlementaire ou la session budgétaire. À quelques jours de cet événement, il était important que le bureau puisse d'abord se réunir pour faire le point de la situation et ensuite réunir la conférence des présidents qui est donc l'organe politique de gestion de l'Assemblée. Et enfin, les présidents de l'Assemblée nationale et les membres du bureau ont commencé à recevoir les différents caucus de notre Chambre. Alors, nous avons eu des échanges intéressants avec les caucus du Grand Équateur. Nous avons ensuite reçu les caucus du Grand Katanga et enfin nous avons terminé avec les caucus du Grand Bandundu. Toutes ces réunions ont donc tourné autour de ces points essentiels, l'impératif d'une rentrée parlementaire sereine, conformément aux orientations du chef de l'État pour que la session actuelle qui est budgétaire se focalise essentiellement sur la situation sécuritaire à l'Est et surtout veiller à ce que la stabilité des institutions soit assurée, rassurée pendant cette période où le chef de l'État est en train de prendre des contacts importants diplomatiquement et politiquement pour la restauration de l'intégrité territoriale de notre pays. Sur ce point-là, il est important de rappeler que le président de l'Assemblée nationale, tous les bureaux et l'ensemble des députés sont autour du chef de l'État pour que tout se passe d'abord autour de cet impératif de restauration de l'intégrité territoriale, de l'unité nationale et de la cohésion. C'est à la fin de ces consultations que l'opinion saura comment cette rentrée parlementaire va se passer avec comme priorité le dépôt du budget du gouvernement pour l'exercice 2025-2026. Tous les signaux macroéconomiques en RDC sont au vert malgré le défi sécuritaire. L'inflation, par exemple, autrefois 25% continue de baisser et doit rester sous la barre de 8% d'ici la fin de l'année. Des chiffres présentés à une délégation du FMI par la première ministre Judith Suminwa lors d'une rencontre. D'autres détails avec Chimendodo. Du génie féminin au service de la nation. Quand la technologie devient une réponse concrète aux défis de la vie quotidienne en RDC. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu une délégation du Fonds monétaire international FMI à Kinshasa. Objectif, évaluer le progrès du programme économique en cours avant la grande revue prévue en. Donc nous sommes venus faire le point avec Madame la Première ministre de l'évolution, de la mise en œuvre du programme. En particulier, faire le point sur la situation économique qui demeure résiliente avec la croissance qui serait autour de 5,5% cette année, l'inflation qui continue de baisser et devrait demeurer en dessous de 8% cette année. Il y a moins de 2 ans, on était pratiquement 25% d'inflation, donc maintenant ça a baissé substantiellement. Cela dit, il y a d'autres défis à relever, surtout au regard de la situation sécuritaire qui pèse énormément sur le budget. Un cap que le gouvernement veut maintenir: stabilité macroéconomique, discipline budgétaire et cap sur le développement social. Mais au-delà de chiffres, c'est aussi l'ingéniosité locale qui attire l'attention de la primature. Ces boîtiers révolutionnent la gestion de l'électricité. Moins de délestage, équilibre automatique du phase
prévention de risques d'électrocution. Ça vient vraiment pour vous permettre d'optimiser votre gestion d'électricité parce qu'elle contient toutes les fonctionnalités d'un compteur intelligent à l'intérieur. Ça vous permet de voir votre consommation, d'optimiser, de payer l'électricité avec le téléphone, avec tout le moyen de paiement possible. Donc, ce sont là les problématiques. Et la logette intelligente sera disponible auprès de nos distributeurs. Déjà validée par la SNEL, la logette sera disponible dès le 18 septembre 2025. Une innovation 100% congolaise, pensée pour les quotidiens de ménage. Soutenue par la Première ministre, cette initiative s'inscrit dans la vision du gouvernement, celle de promouvoir le talent féminin et les solutions locales. Où en est-on avec les engagements pris par le gouvernement congolais vis-à-vis de l'intersyndicale de l'administration publique? Eh bien, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Araouni, était devant le délégué syndical pour s'expliquer et faire une évaluation, comme nous disent Nadine Kilocho, Cédric Elina et Moké Maloma. Dans le cadre de l'application des engagements pris par le gouvernement, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a présidé le mercredi 10 septembre 2025 une réunion de travail avec le banc syndical de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP en sigle. À cette occasion, le vice-premier ministre a écouté avec attention les préoccupations exprimées par les représentants syndicaux tout en réaffirmant la ferme volonté du gouvernement de respecter l'ensemble des engagements pris dans le cadre du dialogue social. Nous avons été avec le gouvernement en 2024 en commission paritaire à Bibois. Nous avons pris des engagements qui n'ont pas commencé l'exécution. Toutes ces questions-là nous ont obligés de venir voir poser les problèmes à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre. Nous l'avons rencontré, il nous a promis de prendre contact avec ses collègues et d'en parler aussi à Madame la Première ministre pour qu'une réponse nous soit donnée. Et il nous a promis que nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour qu'il nous donne des réponses à toutes ces questions. Sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement a fait du dialogue social un véritable mode de gestion en vue de trouver des solutions durables aux défis de l'administration publique. C'est aujourd'hui que s'ouvre à Mbuji-Mayi la 9e édition du Forum national sur la femme, paix, relèvement et post-conflit, un événement qui va s'étendre jusqu'au 14 septembre prochain. Sur les images que vous allez suivre tout à l'heure, nous faisons marche arrière pour vous proposer l'arrivée hier de la ministre du genre en Mbuji-Mayi. C'est elle qui va ouvrir ses assises aujourd'hui. C'est en prélude du lancement de la 8e édition du Forum national de ministres et chefs des divisions provinciaux en charge du genre prévu du 12 au 14 septembre dans la capitale diamantifère que la ministre du genre, famille et enfants, Micheline Ombaye Kalama, est arrivée ce jeudi à Mbuji-Mayi, dans la province du Kassai oriental. Un événement qui se déroulera sous les thèmes femmes, paix, sécurité et relèvement post-conflit. À sa descente d'avion à l'aéroport de Bipemba, la ministre, accompagnée des ministres provinciaux du genre du Congo central, du Maïndombe et de Kinshasa, a été chaleureusement accueillie par une foule nombreuse composée de militants de l'Alliance des Congolais progressistes ACP, de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, ainsi que de plusieurs organisations féminines locales. Entre chants, danses et fanfares, l'ambiance fétive témoignait de l'importance accordée à cette rencontre cruciale. Le cortège s'est ensuite rendu au gouvernorat. Madame Ombaye Kalama a présenté ses civilités au gouverneur du Kassai oriental ainsi qu'au chef coutumier de la région. Cette étape protocolaire a officiellement ouvert la voie aux travaux du forum qui réunira acteurs politiques, organisations de la société civile, partenaires techniques ainsi qu'experts nationaux et internationaux. Selon les organisateurs, ce rendez-vous vise à renforcer la participation des femmes dans le processus de paix et de développement en soulignant leur rôle stratégique dans la réconciliation, la reconstruction et le relèvement des communautés affectées par les conflits. Par son arrivée à Mbuji-Mayi, il faut le dire, la ministre du genre, famille et enfants donne ainsi le coup d'envoi d'un forum national porté par l'ambition de servir de plateforme de réflexion et d'action en faveur d'une paix durable et inclusive en République démocratique du Congo. L'UDPS, sollicité pour soutenir la pétition contre Vital Kamerhe et tous les bureaux de l'Assemblée nationale,
Tous les députés nationaux pétitionnaires de cette formation politique ont été reçus par leur secrétaire général. Augustin Kabouya leur a promis de consulter les chefs de l'État avant de donner les derniers mots d'ordre à ces députés. D'autres détails avec Alain Bikaï. À l'approche de la rentrée parlementaire, les députés nationaux pétitionnaires cherchent à élargir leur base de soutien politique. Ce mercredi 10 septembre, ils ont été reçus par le secrétaire général de l'UDPS, faisant office du président intérimaire du parti présidentiel. Conscients du poids de la première force politique de l'Union sacrée de la nation, les élus nationaux ont sollicité son soutien à leur initiative parlementaire. C'est aussi également pour nous, comme pétitionnaires, l'occasion de fixer toute la population de la RDC que la pétition ou les pétitions qui ont été lancées il y a longtemps bénéficient déjà plus de 200 signatures. Nous avons accompli à la fois la condition de recevabilité de toutes les pétitions pour le membre du bureau visé, que la population reste calme. C'est une affaire des députés, c'est une affaire interne des enfants de la maison. Que personne ne transforme ce qui se passe ici, non, espace géopolitique, ceci, c'est une affaire purement déshonorable députés. Après les avoir écoutés, Augustin Kabouya a pris acte de leur démarche et s'est chargé à en référer à la haute autorité de l'Union sacrée de la nation pour obtenir des orientations. Question d'obtenir la cohésion au sein de l'Union sacrée. C'est une démarche parlementaire. Je dois me référer à la haute autorité politique de référence, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour nombreux observateurs, la session budgétaire de septembre s'annonce déjà électrique au Parlement. Et puis, ces dates à inscrire sur vos agendas du 19 au 23 octobre prochain. La province du Haut-Katanga va organiser la semaine congolaise du tourisme à Lubumbashi. Et à un mois de l'ouverture de cet événement, le ministre des tutelles Didier Mazenga a réuni quelques partenaires de son secteur pour une réunion préparatoire des experts. Plus de précisions avec Oulia Tunakov. Le ministre du Tourisme Didier Mazenga Mukanzu a échangé jeudi 11 septembre 2025 à Kinshasa avec Mesdames Jolie Yombomo, directrice générale de l'Office national du tourisme ONT, et Lorraine Lusamba Kazadi, ministre provinciale haut-katangaise en charge de l'économie, du commerce, des transports et du tourisme, venue participer aux côtés des experts du ministère national du tourisme à la réunion préparatoire de la 5e édition de la semaine congolaise du tourisme prévue du 19 au 23 octobre prochain, cette fois-ci à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, dossier adopté au cours de la dernière réunion du Conseil des ministres du 5 septembre 2025 présidé par le chef de l'État. Avec le ministre, nous faisons des réunions de travail. Nous commençons car cette année, la province du Haut-Katanga a été sélectionnée pour accueillir la semaine congolaise du tourisme qui se passera du 19 au 23 octobre. La province du Haut-Katanga s'est sentie bien évidemment bien accueillie par son Excellence Monsieur le Ministre, qu'on remercie d'ailleurs. Nous avons convaincu l'Excellence le Ministre du Tourisme pour dire que la province du Haut-Katanga est une province riche du point de vue touristique, du point de vue culturel. Ça sera un événement à ne pas rater. Cette semaine, également dans cette réunion, nous sommes en train de parler. Ces réunions-là se passent, normalement, elles se passent à travers tout le pays. Mais comme je l'ai dit tantôt, ça sera la province du Haut-Katanga qui va hoster, qui va accueillir. Cette réunion de la commission provisoire des experts qui a été présidée par le directeur de cabinet du ministre, professeur Claver Lumana Pachi, assisté de ces deux personnalités, a débattu de plusieurs sujets à l'ordre du jour, dont les objectifs visés par la semaine touristique congolaise, les projets des protocoles de partage des responsabilités entre la province et le gouvernement national, les états de lieu des différents sites des activités de ce grand événement, les nombres d'invités selon les catégories, les thèmes et sous-thèmes ainsi que leurs animateurs. Rappelons que la semaine congolaise, une organisation gouvernementale qui se tient une fois chaque année dans une des 26 provinces de la RDC choisies par le gouvernement selon la planification du ministère des tutelles. La radio-télévision nationale congolaise renforce de nouveau son partenariat avec Canal+. C'est la décision prise hier lors des échanges entre la directrice générale de ce média public, Sylvie Elengue Niembo, et une délégation de Canal+. Plus de précision avec Toto Songo et Siende. Cette rencontre traduit la consolidation des liens de paternité déjà existants entre Canal+ et la radio-télévision nationale congolaise.
Cette démarche est l'expression d'une volonté commune, celle de faire de la RTNC une télévision plus performante. On est en train de travailler sur la redevance audiovisuelle et j'espère qu'on va pouvoir conclure d'ici là. Mais clairement, on est là pour accompagner la RTNC parce qu'on veut une chaîne nationale très forte en RDC. C'est une occasion pour nous, Canal+, RDC, de réaffirmer ce partenariat et notre volonté de continuer à accompagner la RTNC et nous souhaitons que la RTNC reste et soit une chaîne forte. Ce présent du DG de la RTNC à ses hôtes est le gage de la bonne collaboration entre les deux institutions. Pas de panique, je le dis au sommaire, aucun cas d'Ebola confirmé à Kinshasa. Tous les échantillons des décès dus à une hémorragie constatée au quartier Pakadjouma dans la commune de Limetier envoyés à l'INRB pour analyse sont négatifs. C'est juste une fausse alerte lancée dans une vidéo sur les réseaux sociaux, rassure les autorités du ministère de la Santé descendues sur les lieux pour faire les constats, nous dit Rodé Panda. Après l'alerte pour un cas d'Ebola observé au quartier Pakadjouma à Kinshasa, les experts de l'Institut national de santé publique INSP ont été immédiatement dépêchés sur place pour investiguer et prendre les échantillons qui ont été testés à l'Institut national des recherches biomédicales INRB. Les résultats sont négatifs. Cette communication fait suite à une vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux, suscitant ainsi inquiétude et rumeurs. Le centre des opérations d'urgence, le COUSP a été saisi de cette alerte. Effectivement, c'était un malade autour de 41 ans qui est décédé. On a eu la symptomatologie qui était évocatrice d'une fièvre hémorragique virale. Après investigation, il y a un prélèvement qui a été réalisé et amené très rapidement au niveau de laboratoire de référence nationale à l'INRB. Et on vient d'avoir les résultats. Donc le résultat est revenu négatif. Donc ce n'est pas un cas de la maladie à virus Ebola. Donc c'est ici l'occasion d'apaiser la population au niveau de Kinshasa. Donc nous n'avons pas un cas d'Ebola ici au niveau de Kinshasa. Par contre, la population doit être toujours sensibilisée sur les gestes barrières, sur l'hygiène, le lavage de mains et éviter le contact avec les personnes présentant la symptomatologie d'Ebola. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale réaffirme son engagement à assurer une surveillance épidémiologique rapprochée et appelle la population à rester vigilante et informée uniquement via les canaux officiels. Un nouveau visage à la tête du programme national d'hygiène aux frontières de la province du Haut-Katanga. Il s'agit du docteur Kalamb Akei. Il vient d'être nommé et installé officiellement comme nouveau coordonnateur de ces programmes. Suivant la cérémonie de son installation. Il est désormais officiellement installé comme nouveau coordonnateur du programme national de l'hygiène aux frontières, PNHF au Katanga. Le docteur Kalamb Akei, bienvenue. Sa nomination à ce poste avait été entérinée le 8 mai 2025 par arrêté ministériel à travers la commission d'affectation collective du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Roger Samuel Kamba Mulanda. La cérémonie officielle de remise et reprise s'est tenue le 9 septembre 2025 à la coordination provinciale du PNHF à Lubumbashi entre le nouveau coordonnateur et l'inspecteur Jean-Marie Klondanzazi qui a assuré l'intérim du coordonnateur sortant Patrick Ilunga Kabujimoumé. L'événement a été présidé par le chef de division provinciale de la fonction publique actif au Katanga, Célestin Katolo-Moulobe, en présence du médecin inspecteur provincial, du chef de division provinciale de la santé, des agents et cadres, ainsi que d'autres autorités administratives et judiciaires. Après la lecture du procès verbal officialisant cette installation et dressant un état des lieux du PNHF au Katanga, la cérémonie de signature des documents a eu lieu, suivie de la remise des insignes, instruments de travail et objets symboliques des commandements de ces services étatiques au nouveau coordonnateur. Dans son allocution, le docteur Kalamb Akei, bienvenue, a exprimé sa gratitude aux autorités nationales et locales, citant particulièrement le ministre de la Santé publique, le docteur Roger Samuel Kamba Mulanda, ainsi que la directrice nationale du programme national de l'hygiène aux frontières, Madame Wivine Ngandou, pour la confiance placée en lui.
S'adressant aux agents et cadres du PNHF au Katonga, le nouveau coordonnateur a lancé un appel à l'unité, à la solidarité et à l'amour du travail bien fait afin de poursuivre efficacement la mission essentielle de ces services qui est le contrôle sanitaire aux frontières. Que jusqu'avant sa nomination, il était chef de service chargé de la brigade de la police sanitaire PNHF Kinshasa après avoir assumé plusieurs fonctions au même programme dans la ville-province de Kinshasa et dans d'autres provinces. Grogne et menace d'une grève sèche étouffée au sein du ministère de l'enseignement primaire secondaire. Les enseignants ne vont plus gréver comme annoncé. Le gouvernement congolais vient de répondre à leurs revendications. Après des échanges avec le vice-ministre de l'Éducation nationale, la délégation de l'intersyndicale a décidé d'élever les moratoires, comme nous dit Edith Jala. C'est un face-à-face porteur d'espoir qu'il y a eu entre les vice-ministres de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Théodore Kazadi-Mouaïla et le bureau de l'intersyndicale des enseignants. Au menu des discussions, les principales préoccupations des enseignants conformément aux recommandations des Bibois ont été passées en revue dans une atmosphère empreinte d'écoute. Face aux problèmes posés, le vice-ministre a, au nom de la ministre d'État Raïssa Malou, réaffirmé la volonté du gouvernement de consolider les acquis de la gratuité de l'enseignement de base, conformément à la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Théodore Kazadi-Mouaïla a insisté sur l'importance d'un dialogue permanent afin de garantir la stabilité du système éducatif. De leur côté, les syndicalistes ont salué cette ouverture et promettent de retirer dès ce vendredi 12 septembre leur préavis de grève. Non, les revendications sont nombreuses, mais il y a certaines des revendications qui ont déjà trouvé des solutions. Même au niveau du gouvernement, ils sont en train de se réunir pour trouver des solutions à nos revendications. Parce qu'il y a une mission de toilettage du fichier pour connaître un peu l'effectif des enseignants et il y aura de bonnes choses pour les enseignants. L'assurance est que vous avez suivi, il y a 3 conseils de ministres dont on a parlé de l'enseignant. Comme on a parlé des enseignants, c'est que la situation est préoccupante auprès de même le chef de l'État. Demain, nous allons nous retrouver avec les autres leaders syndicaux pour faire la restitution et fixer l'opinion quant à notre déclaration. Cette rencontre qui a connu la participation du secrétaire général haï à l'Éducation nationale, de l'inspecteur général et du DINAP s'est déroulée dans une ambiance de dialogue franc et constitue une nouvelle étape avec comme horizon commun la stabilité du système éducatif en RDC. Tous les nouveaux membres du comité d'administration du Fonds national d'aménagement du territoire FONAT autour d'une table à Kinshasa depuis hier pour des échanges pendant 3 jours. Ils vont mettre en place des bases solides pour doter la RDC d'un nouveau cadre de planification territoriale moderne. Regardez. Premier round des discussions entre ces nouveaux membres du conseil d'administration du Fonds national d'aménagement du territoire, nommés tous au mois de juillet dernier par le chef de l'État. Durant 3 jours, ces administrateurs vont jeter des bases solides d'une gouvernance rigoureuse et transparente au sein de cet établissement public. Objectif affiché, redéfinir le fondement de l'aménagement du territoire pour répondre aux exigences d'un développement équilibré du pays. Au cœur des travaux figure également l'élaboration d'une nouvelle politique nationale de l'aménagement du territoire, un outil essentiel pour organiser l'espace national de manière cohérente. C'est ce qu'a confirmé Jeanne Liboté, directrice générale du FONAT. Le conseil d'administration étant un organe de conception, d'orientation, de contrôle et de décision du FONAT, il était question qu'on puisse se soumettre au Conseil pour qu'il arrive à déterminer la politique générale du fonctionnement du FONAT. À l'ouverture de ces assises, Maître Camille Richard Kalele, président du conseil d'administration, a insisté sur la nécessité d'un travail en profondeur avant de remercier tour à tour le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, le ministre de l'aménagement du territoire Jean-Lucien Boussa Toba et le ministre d'État Guy Luando pour la confiance placée en l'actuel comité de gestion. Nous avons l'impérieux devoir de travailler dans la collégialité, la transparence et le respect strict des règles de bonne gestion pour l'intérêt de la République. Ensemble, faisons du FONAT un instrument de référence au service de la modernisation de l'espace congolais et du progrès de nos concitoyens. Au terme de ces échanges, les participants devront formuler des recommandations concrètes accompagnées un plan de travail structuré en vue de doter la RDC d'un cadre de planification territoriale moderne et efficace. Plusieurs élèves de la ville d'Ebouta, dans la province du Bas,
vont étudier gratuitement cette année. Ils viennent de recevoir plusieurs bourses d'études, des bourses octroyées par le programme Aguito Forever qui a aussi procédé à la remise de fournitures scolaires à quelques élèves. C'est un reportage de Julien Piana rendu par Diane Balakambombo. La ville de Bouta a vibré au rythme d'une cérémonie émouvante marquée par la reconnaissance de parents envers la sénatrice Carole Aguito. À travers son programme Aguito Forever, elle a offert des bourses scolaires complètes couvrant l'intégralité de frais de scolarité, les uniformes et les fournitures pour les élèves les plus méritants. Une initiative qui s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, promoteur de la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. L'événement s'est transformé en véritable célébration de joie et de gratitude. Parents et élèves bénéficiaires ont exprimé leur profonde reconnaissance pour ces gestes qui leur ouvrent la voie vers une éducation de qualité. Pour moi, Kapanda, c'est un rêve d'être boursier de Maman Aguito Forever. Aujourd'hui, ça devient une réalité et réalisée. C'est pourquoi mes sincères remerciements à notre maman Carole Aguito Amela pour créer de bonnes initiatives dans notre province du Zouélé. La sélection de cette bourse s'est faite en toute droiture. Il n'y a pas eu de tricherie et nous sommes très heureux. Nous disons un grand merci à l'honorable Carole Aguito pour cette action. En levant les barrières financières, ce programme offre aux jeunes un avenir plus porteur. La sénatrice Carole Aguito a annoncé que le programme Aguito Forever sera prochainement étendu à d'autres écoles de Bouta qui se distinguent par leur excellence. Un engagement fort qui témoigne de sa volonté de soutenir l'éducation et de stimuler la réussite dans toute la ville. C'est fini pour ce journal de 7 heures. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Jacques Kabouaba, Moumina Sedouga, réalisé par Pécho Motenga Mamita Bangoulou. La partie technique a été assurée par Yannick Oyangumba Chamberton, Eric Jockey, Alain Galliam. Ces journaux, nous les dédions spécialement à notre consoeur Diane Balakambombo qui souffle aujourd'hui une bougie des plus. Merci. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 13h30 avec Paulette Lumba. Moi, je reviens à la même heure. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.